Salut Alex. Ah, la relation avec le Donald, ça nous inspire. Et un des points de discorde, bon, à part les tarifs, parce que bien sûr que ça nous occupe, c'était le fameux pont Gordie Howe. Oui. Qui sera un lien essentiel. C'est juste qu'il est situé à quelques pieds du pont qui appartient à un des grands chums de Donald. Exactement, à la famille des donateurs de Donald Trump. Et donc là, il y a eu toutes sortes d'histoires. Initialement, on voulait qu'il n'ouvre pas, alors que là, tu as une infrastructure de 6,4 milliards de dollars qui existe, qui était demandée là, par toutes les parties en présence. Là, c'est quand même pas... tu sais, ça fait depuis... C'est Harper qui avait donné le feu vert en 2012. Là, juste pour vous donner une idée, c'est un peu particulier rendu à mettre le dernier coulis de béton, de dire ouais, finalement, tu sais quoi, ton pont. On l'a pas construit en une nuit, là, non, c'est ça. En catimini. Et donc, à l'époque, le Michigan, les Américains avaient pas voulu payer. Là, tu sais, tout ça, c'est su, là, on a ressassé tout ça. Bref, le Canada avait payé entièreté du truc et finalement, Donald Trump a dit ben là, je suis pas d'accord avec la répartition des revenus. Bon, il y a eu une entente qui a été convenue, beaucoup de choses ont été dites. Ce que j'en comprends, là, c'est qu'on va partager les revenus nets avec les Américains. Donc, revenus nets, ça veut dire quoi? Ben, tu reçois de l'argent dans les payages, mais là, il faut que tu payes le personnel, le déneigement, l'entretien. Et là, il y a une des questions, c'est est-ce que le revenu net inclut ou non le remboursement des intérêts sur cette dette? Là, donc, est-ce qu'il y a une portion de capital? Chose certaine, en tout cas, les règles ont un peu changé. J'avais le sentiment que malgré les quelques mécontents, on avait au moins, on s'était serré la main, puis c'était comme, OK, ça va être ça le deal. Puis là, le pont ouvre là, dans les faits le 27 juillet, dans quelques jours. Sauf que là, avec ce qui nous est arrivé en début de semaine, ces nouveaux tarifs sortis d'absolument nulle part, on dirait que l'ambiance est moins à la fête. Donc, on a annoncé hier du côté canadien qu'on n'allait pas faire de fête conjointe comme ça avait été initialement prévu. On va plutôt se faire une petite fête entre nous ce vendredi 24 juillet à notre bout du pont. On va faire des petits, je sais pas là. Le cœur à la fête. Tu sais, un petit chapeau triangulaire. Et c'est intéressant parce qu'évidemment, je voulais revenir aussi rapidement sur les tarifs, Alex, si tu permets, parce que, tu sais, on a fait grand cas de ça encore aujourd'hui dans tous les médias. Le Journal de Montréal, j'ai moi-même écrit un texte là-dessus. Tu sais, c'est vraiment le sujet là, qui anime énormément les Canadiens, les Québécois. Et mon constat, puis c'est ce que j'écrivais ce matin, c'est qu'en fait, les marchés boursiers collent le bluff, comme on dit dans le domaine du jeu. Là. C'est-à-dire qu'hier, on a vu le TSX, le principal indice canadien, en hausse de 1%. Tous les indices américains étaient dans le vert hier. C'est comme si Donald parlait, puis le chien aboie, la caravane passe. Là. C'est-à-dire qu'on n'a pas, j'ai l'impression, du côté du moins du TSX, là, qui est notre indice, on n'a pas le sentiment que ça va aller de l'avant. Mais dans le cas de Donald, ce serait plus le poulet chante. Parce que, non, mais il y a tout le phénomène. Non, mais il y a tout le taco Trump. Hein. Trump always chicken out. Cette étiquette-là lui colle à la peau depuis quelques mois. Oui, puis Isabelle et moi avons eu la chance d'accueillir un représentant de l'industrie des matériaux de construction hier qui disait, tu sais, il y a des contreparties aux États-Unis, là, des associations, des acheteurs, tu sais, qui ont besoin des biens, des produits canadiens pour faire leurs projets, leurs travaux, etc. Ils sont pas contents de cette nouvelle affaire-là qui surtout est totalement imprévisible, qui va entrer en vigueur dans 30 jours, là, 28 jours maintenant, à quelques semaines des élections de mi-mandat. C'est comme, ça n'est rien comprendre. Manifestement, j'écoutais Jean Charest hier avec Paul Larocque qui disait, tu sais, bon, un, c'est surprenant, mais deux, c'est très probablement une espèce de manière de provoquer la conversation, de provoquer la négociation. On danse sur tous les pieds en même temps, mais tu sais, des fois, on a l'impression que Donald Trump, qui répète là, qu'on se fout du Canada, on n'a pas besoin du Canada. Inversement, on a l'impression qu'il aimerait ça que ça soit réglé, le Canada, tu sais, qu'il y ait au moins une entente stable, fixe dans le temps. Donc, peut-être que c'est sa manière à lui de nous déclarer son amour, finalement, à cette nouvelle salve tarifaire, en disant j'aimerais ça régler le dossier. Rappelons qu'il avait dit de l'entente Canada-États-Unis-Mexique que c'était la meilleure, la plus grande et la plus belle entente jamais signée de l'histoire. Bon, il faut suivre, Alex, il faut suivre, et je t'avouerai que je peine à avoir à tout comprendre ce qui se passe dans la tête de cet homme. Mais chose certaine, en tout cas, les marchés ont calé le bluff. Ouais. Ben, c'est là que tu vois aussi qu'en politique, t'as pas d'amis, t'as des intérêts. Et même si c'est une relation de très longue date qui, à un moment donné, sous certains présidents et premiers ministres canadiens et américains, on était à l'apogée de ça. Pensons aux années Mulroney, notamment.
Mais il y en a eu d'autres aussi par la suite, des grandes amitiés entre premiers ministres canadiens et présidents américains. Or, quand même, Trump, j'ai noté dans son point de presse hier, il dit « J'adore les Canadiens. C'est les dirigeants que j'aime pas. » Ça, c'est M. Carney, M. Trudeau. Francis, à la une du Devoir, c'est une question qui est intéressante. Est-ce que c'est encore rentable d'acheter un Plex pour le louer? Est-ce que c'est vraiment encore un bon investissement? Ben, ça dépend qui pose la question et qu'est-ce qu'on appelle un bon investissement. T'sais, c'est sûr que si tu regardes, mettons, les 5 ou 10 dernières années, tu aurais fait une bien meilleure performance dans d'autres classes d'actifs, là, notamment juste un indice boursier quelconque. Là, pas mal tous les indices nord-américains ont largement battu le rendement qu'on pouvait faire. Et plus on se rapproche d'aujourd'hui, plus c'est évident. Là, juste la dernière année, je pense que le S&P a augmenté d'à peu près 30%. C'est sûr que tu n'as pas fait un rendement comme ça dans ton Plex. Et surtout, l'enjeu, c'est que là, il y a plusieurs personnes qui se sont un peu lancées à l'assaut de ça, comme si c'était... un peu, je sais pas, là, une solution magique là, à mettre de l'argent de côté. Donc, il y a plus de demandes pour les Plex et l'offre, elle est relativement stable. On n'en construit pas beaucoup de nouveaux Plex. Aujourd'hui, on construit beaucoup de grandes tours, là, des unités de condos ou des immenses complexes locatifs, mais des Plex, il y en a moins qui se font. Et donc, ça fait en sorte que comme il y a beaucoup de demandes et une offre constante, ben, qu'est-ce que ça a créé comme effet? C'est que si on l'exprime en multiple des revenus, là, mettons une année, tu as 4-5 appartements là-dedans, ben, si tu fais, je sais pas, 3 000 $, ben, avant, on vendait ça 15 fois les revenus. Ben, aujourd'hui, c'est rendu plutôt 20 fois les revenus. Fait que c'est sûr que de rentabiliser quelque chose qui te coûte beaucoup plus cher, c'est plus difficile. Et comme je le disais, il y a plein de gens qui se sont lancés là-dedans, Alex, malheureusement, sans trop bien faire leurs calculs. Puis là-dessus, quand tu, évidemment, achètes un immeuble, ben, tu as les revenus des locataires que tu peux augmenter là, de 1, 2, 3% par année selon les normes du TAL. Tu peux faire des rénovations, mais c'est compliqué, l'histoire de rénoviction et tout. Mais bon, si un locataire part de son propre gré, tu peux rénover, mais ça coûte des sous. Il faut que tu ailles ces sous-là. Les gens n'ont pas suffisamment de coussins. Et finalement, il y a toute une question d'hypothèse. Combien de temps tu vas l'avoir, ton immeuble? Parce que sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est sûr que ça va prendre un peu de valeur. Là. L'immobilier a tendance à, depuis quelques années, à être même au-dessus de l'inflation. Mais même si on fait l'hypothèse que c'est à l'inflation, ben, tu empruntes, tu achètes un truc qui vaut 500 000 avec 100 000 de mise de fonds, ben c'est le 500 000 qui prend de la valeur, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Bref, la réponse n'est pas simple. C'est moins profitable que ce l'était, mais il y a encore des manières de faire de l'argent. Par contre, encore une fois, vous allez devoir vous en occuper, collecter des chèques, remplacer des locataires, réparer des toilettes, de la plomberie, faire le toit. Il y a des fois des dépenses que vous n'allez pas attendre, versus mettre son argent dans un indice qui, augmente de 6, 5, 6, 7, 8, 12% par année. Mais bon, certains diront le marché, des fois, il monte, des fois, il baisse, puis ça peut être anxiogène pour certains. L'immobilier, c'est un peu plus comme un long fleuve tranquille. Chacun sa préférence. Donc, j'arrive pas à la conclusion que c'est non rentable, mais c'est plus compliqué qu'on le pense. Oui, puis il faut voir en fonction de notre personnalité. Je te donne un exemple. Moi, tu connais mon intérêt pour l'investissement. Je suis un investisseur depuis assez longtemps. Je n'ai pas d'immobilier, mis à part ce que j'habite. Oui. OK, disons. Et pourquoi? Bon, moi, ça me tente pas de me faire réveiller en pleine nuit parce qu'il y a une toilette qui a pété. Bien sûr. Ça me tente pas d'avoir de la difficulté à encaisser le paiement du loyer à chaque mois. J'aurais pas cette patience-là. J'ai pas ce caractère-là. J'ai pas envie non plus d'ouvrir la porte de mon logement et ce en quoi j'ai investi a été complètement cochonné ou ravagé par des tout croches. Tu vois, ça, moi, ça me rebute assez pour dire c'est pas pour moi. J'aime mieux, en fonction de mon caractère, commence à se connaître un peu, je suis assez rationnel, je suis assez... prudent? Ben, pas prudent, mais tu sais, dans le sens que je suis peut-être pas un grand émotif nécessairement, mais tu comprends que moi, l'investissement en bourse me colle un peu plus à la peau. Mettons, laver des toilettes, là, toi, à 3 h du matin avec une brosse. La mienne, là, ça va. Tu comprends? Celle des autres. Mais c'est surtout aussi le fait de dire... puis tu parles de cet engouement-là pour les Plex puis des parcs immobiliers. Tu sais, puis sur les réseaux sociaux, là, il y en a un puis un autre, là, tu sais, qui vend ça. Moi, je me suis bâti un parc immobilier, des Plex, j'achète des Plex. Je dis pas que ça fonctionne pas.
mais il faut que ça fonctionne pour la bonne personne. C'est exactement ce que, comme je te dis, j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui se sont lancés là-dedans qui ont très peu de connaissances en finance de base. Puis, je relisais même l'article du Devoir qui, porte sur un cas. Puis, je veux pas, l'idée, c'est pas de jeter, de casser du sucre sur leur dos, mais qui parle il parle essentiellement comme s'il gérait une épicerie, là, c'est-à-dire, y a-tu de l'argent dans le compte? Ouais, mais c'est pas comme ça que tu dois voir un placement. Là. L'argent dans le compte, c'est pas ça. Tu rembourses du capital, le truc prend de la valeur, tu as une dépréciation de l'actif. Il y a plusieurs dimensions. Tout ça est actualisé à ça prend, sans faire des doctorats, là, ça prend un minimum. Ouais. Ça prend un petit cours, mettons, d'une semaine là, de finance. Non, mais c'est pas insurmontable. C'est à la portée de vraiment tout le monde, mais il faut avoir ces bases-là de finance. Sans quoi, tu dis, il n'y a plus d'argent dans mon compte, ça me coûte tant par mois, je gagne tant par mois, puis là, tu obsèdes sur le cash flow. Oui, c'est un indicateur, le cash, les liquidités que ça génère, mais c'est pas le seul, puis des fois, c'est pas important, le cash flow, dans certaines circonstances. Donc, encore une fois, ça prend quelques paramètres, puis c'est sûr que là, des gens qui ont acheté, mettons, il y a 5 ans, qui ont réussi à avoir des taux, complètement délirants à 2%. Ils vont peut-être avoir une mauvaise surprise. Mais c'est ce que relate un peu l'article du Devoir, c'est que là, tu as des gens qui payaient, mettons, 3 700 là, pour leur immeuble, maintenant, c'est 4 400. Les loyers couvrent pas. Les loyers couvrent pas, mais en même temps, il dit j'ai pas augmenté mes loyers parce que c'est dans mes valeurs. Parce que, là, tu comprends, moi, je suis pas un grand méchant capitaliste, mais on dit au moins augmenter de 1 ou 2% par année selon ce que le TAL te permet. Tu vas jeter personne à la rue, ça va permettre justement de couvrir ces possiblement variations de taux d'intérêt. Fait que si tu veux jouer cette game-là, joue la game, joue avec les normes et les paramètres qui sont ceux qu'on connaît. Sans quoi, effectivement, t'es peut-être mieux de mettre ça dans un indice, puis prendre tes vacances au soleil, puis prendre ça plus relax, Alex. Merci, Francis. On t'écoute à midi avec Isabelle.